Les prix des crypto-monnaies se sont effondrés et des entreprises comme Celsius et Three Arrows Capital ont fait faillite. BlockFi sera-t-il le prochain ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous analysons les pertes stupéfiantes de plusieurs centaines de millions de dollars par la bourse privée de crypto-monnaies, ainsi que les scénarios optimistes et pessimistes. Pour leur avenir, la bouée de sauvetage offerte par FTX et bien plus encore. Restez avec nous. Je suis Anna, voici Erin et vous regardez le Piper Rundown. Nous analysons le business et la culture pour vous aider à réussir. Le résumé d'aujourd'hui est présenté par Reverse Agile. Reverse Agile associe la stratégie à l'ingénierie pour concevoir des solutions logicielles sur mesure. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, avant les scénarios haussiers et baissiers, pour découvrir comment Reverse Agile peut vous aider. BlockFi pourrait être confronté à une crise de liquidité. Nous ne savons pas si cela va se produire ou non, mais dans cette vidéo, nous allons analyser certains des facteurs déterminants, ces liens avec les effondrements passés, y compris Celsius, ainsi que quelques chiffres très intéressants. BlockFi est une plateforme de finance centralisée. Si vous voulez imaginer une sorte d'échelle graduée, ici nous avons la TradFi, la finance traditionnelle, qui regroupe toutes sortes d'institutions et de banques historiques, ou de nouveaux produits optimisés pour servir ce secteur, un très grand secteur du marché financier. À l'autre extrémité du spectre, nous avons la DeFi, la finance décentralisée, dans laquelle chaque élément d'une transaction, d'un produit financier, de son exécution, est inscrit dans le code. Et idéalement, cela ne nécessite aucune intervention humaine pour être exécuté. Ce que la CeFi, la finance centralisée, cherche à faire, c'est de se positionner entre les deux. Fournir parfois une expérience utilisateur plus simple comme celle de la finance traditionnelle, tout en offrant le potentiel spéculatif d'une plateforme comme la DeFi avec une technologie plus innovante. BlockFi a fait son entrée sur le marché en proposant des comptes générant des intérêts pour ceux qui stockaient de leurs crypto-monnaies sur leur plateforme. Donc il fonctionnait un peu comme une banque, en recevant cet actif, dans le cas d'une banque traditionnelle, généralement de l'argent liquide ici, des crypto-monnaies, puis en le prêtant à un taux d'intérêt plus élevé que celui qu'il reversait à l'utilisateur. Et cela a vraiment attiré l'attention des gens parce qu'au début, les taux d'intérêt pouvaient atteindre jusqu'à 8%, même si cela a baissé au cours de l'année écoulée. J'étais client là-bas. J'ai reçu des emails du genre « Hey, vous savez, nous baissons nos taux, nous baissons nos taux, nous baissons nos taux », ce qui était très étrange. Et l'idée, comme nous l'avons entendu de la cofondatrice de BlockFi, Florie Marquez, c'était de devenir le JP Morgan de la crypto. Donc, à un niveau général, vous pouvez un peu nous considérer comme une banque Chase alimentée par la crypto. Ce qui rendait cela attrayant, c'est que, pour beaucoup de gens, la technologie de pointe de la crypto est inaccessible et intimidante. Cette interface conviviale et cette expérience utilisateur agréable facilitaient théoriquement l'arrivée de nouveaux utilisateurs. Les taux d'intérêt élevés ont aussi attiré beaucoup de monde. Et à l'avenir, si vous ne retenez rien d'autre de cette vidéo, ou si vous décidez à mi-chemin que vous en avez assez de nous entendre parler, retenez ceci. Lorsque le rendement, le taux d'intérêt que vous recevez en tant que déposant de votre actif est plus élevé, vous assumez plus de risques. C'est le cas à chaque fois. Avant l'explosion de Celsius, nous avons vu Luna s'effondrer et ils offraient des rendements de 19 ou 20% à ceux qui déposaient leur Luna dans le protocole Anchor. Lorsque les taux d'intérêt deviennent élevés à travers l'histoire, cela est associé à un prêt plus risqué à accorder. Et plus un prêt est risqué, moins il y a de chances qu'il soit remboursé. Donc, à chaque fois, comprenez que lorsque vous obtenez un certain rendement, vous échangez du risque contre du rendement. C'est l'essence même du marché obligataire. C'est l'essence même de ce type d'actifs générateurs de rendement en général. BlockFi a utilisé ce taux d'intérêt élevé pour connaître une ascension stratosphérique. Ils étaient en l'une des fintechs à la croissance la plus rapide, accueillant des milliards d'actifs sous gestion et atteignant une valorisation de 3 milliards de dollars en mars 2021. Cependant, ici en 2022, ils ont levé un autre tour de table, mais cette fois à la baisse, une importante levée de fonds à 1 milliard. Dans leur quête pour obtenir plus de capitaux, ce dont ils avaient besoin car ils avaient perdu 285 millions de dollars rien qu'entre 2020 et 2021. Maintenant, cela pourrait être normal dans ce secteur. C'est une histoire très courante. Vous brûlez beaucoup d'argent au début d'une start-up, vous la faites grandir, puis vous atteignez la rentabilité. Cependant, certaines questions concernant leur capacité à générer des profits ont été soulevées par le fait que ces pertes ont coïncidé avec la montée du Bitcoin de 6 000 à 69 000 en valeur.
Donc si vous réfléchissez à la façon dont ils gagnent leur argent, il n'y a que deux façons. Ils ont cette marge entre ce qu'ils paient à leurs clients et ce qu'ils reçoivent de ceux à qui ils prennent des cryptos. Et ils sont payés grâce aux frais qui sont prélevés lors de la conversion du Bitcoin en dollars américains, de l'ETH en LTC. Pour tout type de transfert comme celui-là, ils prennent leur part. Cela générera plus de revenus car votre pourcentage ne changera pas beaucoup côté frais. Ce sera plus important quand vous serez dans les 60 000 que lorsque vous serez seulement dans les quelques milliers. Donc s'ils avaient du mal à faire des bénéfices pendant la montée, alors quand les choses redescendent, ça devient vraiment compliqué. Le problème avec Celsius, c'est qu'ils prêtèrent l'argent à d'autres acteurs. Ces acteurs ont perdu de l'argent lorsque les prix des crypto-monnaies se sont effondrés et n'ont pas pu rembourser leurs créanciers, Celsius. La même chose s'est produite ici avec BlockFi. Il a été reconnu que Three Arrows Capital, l'un des plus grands fonds spéculatifs crypto, avait fait faillite. Une partie des prêts que BlockFi accordait était destinée à Three Arrows. Il y avait donc la présomption qu'ils avaient perdu au moins une partie, voire beaucoup d'argent sur ce véhicule de prêt spécifique. C'est vraiment agréable quand on reçoit un taux d'intérêt élevé et qu'on en paie un plus bas aux autres. Mais quand vous cessez de recevoir ce taux d'intérêt, ou même que vous perdez le capital, c'est un calcul complètement différent. La raison pour laquelle BlockFi n'a pas encore implosé est double. Premièrement, ils ont réduit leurs coûts. Ils ont licencié 20% de leur personnel le 13 juin, et aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, le 21 juin, il a été annoncé que FTX et Sam Bankman-Fried avaient accordé à BlockFi une ligne de crédit renouvelable de 250 millions de dollars. L'idée ici, qui est très différente de Celsius ou Babel, c'est qu'il s'agit de l'un des acteurs les plus importants et les mieux capitalisés du secteur, qui choisit dans une certaine mesure un gagnant ou quelqu'un à sauver d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il y a beaucoup de spéculations à ce sujet. Ont-ils accès à tout ce capital dès maintenant ? Quelles sont les conditions ? À quel point les conditions que FTX a pu imposer pour offrir cette facilité de crédit à BlockFi sont-elles contraignantes ? Et ont-ils choisi de le faire parce que BlockFi représente un acteur systémique important dans ce secteur ? Cela pourrait entraîner encore plus d'effets de cascade de liquidation par la suite, que FTX pense éviter en offrant ce capital. Nous n'avons pas de réponse à cela, mais ce que nous savons, c'est que la crypto détenue chez BlockFi s'en va à toute vitesse. Donc, vous avez dit que BlockFi est une entreprise privée, donc il n'y a peut-être pas beaucoup de visibilité sur les chiffres, mais avez-vous des chiffres pour nous? Aaron Watson, oui, j'en ai. C'est parti. Nous avons un compte de résultats divulgué dont nous allons parler dans un instant, mais d'abord nous devons parler de deux chiffres très effrayants, énormes et dévastateurs. Le premier concerne simplement le 16 juin, lorsque les nouvelles sur Celsius et Three Arrows sont tombées et que les gens ont commencé à comprendre que cela pouvait aussi affecter BlockFi. 2000 bitcoins et 5000 ETH ont été retirés du portefeuille public de BlockFi rien que ce jour-là. Maintenant, comme nous l'avons mentionné, ils ont des milliards d'actifs sous gestion. À un moment donné, on estimait leur encours à 13,5 milliards. Cependant, sur leur portefeuille public, ils détenaient environ 160 millions de dollars de valeur. Donc, il y a un concept qui vient de la finance traditionnelle, souvenez-vous, ici une banque doit avoir un minimum de réserves. Le système bancaire à réserve fractionnaire signifie qu'une banque possédant 100 dollars peut les prêter en totalité pour maximiser son rendement, voire réhypothéquer et prêter plusieurs fois ce même dollar. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails pour l'instant. Cependant, si un grand nombre de personnes ont toutes besoin de récupérer leur argent auprès de cette banque et que 100% des dollars déposés ont été prêtés, la banque ne pourra pas rendre leur argent à ces personnes. Ainsi, les régulateurs ont déclaré que les banques doivent toujours avoir une fraction minimale de leurs réserves disponibles afin que, si une ruée vers les guichets devait se produire, elles puissent répondre aux besoins de ces déposants. Aucune réglementation de ce type n'existe pour la SEFI, tout ce nouvel univers de produits financiers. Et donc, à mesure que la SEC et ses autres régulateurs ont commencé à avancer et à essayer de comprendre cet espace et quel type de réglementation devrait être mis en place. La SEC s'est rendu compte que BlockFi exploitait en réalité un produit de prêt crypto illégal et non enregistré et a infligé une amende de 100 millions de dollars. Oh la vache! En plus de cela, l'État de l'Iowa a également trouvé des problèmes avec le produit BlockFi et a infligé sa propre amende de 943 000 dollars. C'est nettement moins que la SEC, mais voici le détail important.
BlockFi paie cette amende en plusieurs versements. Merde, d'accord. Quel genre d'entreprise paie une amende de cette taille en plusieurs versements? Oui, mais un navire en train de couler. Une qui n'a pas assez de capital disponible. Oui. Mon Dieu. Nous avons parlé du fait qu'ils ont perdu environ 280 millions. Cela s'est traduit par une perte de 63 millions de dollars en 2020 et une perte de 221 millions de dollars en 2021. Pour lever des fonds, ils ont présenté des projections très attrayantes sur l'avenir. Dans le monde des SPAC, il est encore légal d'inventer complètement n'importe quoi et de dire aux gens que vous allez le faire lorsque vous introduisez votre entreprise en bourse. C'est aussi légal sur les marchés privés, mais ces investisseurs sont souvent plus méfiants car vous sollicitez des fonds auprès de sociétés de capital risque et d'institutionnels. Ils ont prévu entre 2022 et 2023 une augmentation de 4 fois des frais de trading provenant des particuliers et une augmentation de 3 fois hausse des frais de trading pour les clients institutionnels. Maintenant, qu'avons-nous dit à propos des frais associés au trading et de leur relation avec le prix de la crypto ? Ils sont souvent proportionnels, Erin. C'est vrai. Et avec la crypto en baisse d'environ 60%, cela suggérerait qu'ils devraient non seulement multiplier par 4 leur volume de trading, mais en fait le multiplier par 12 avec la crypto qui s'envole littéralement. D'accord. Ils semblent dans une situation compliquée. Oui, je dirais ça aussi. Pouvons-nous citer des entreprises comparables, des concurrents qui ont été dans une situation similaire? Les paniques bancaires existent depuis la nuit des temps, les crises de liquidité aussi. Nous avons parlé de Celsius dans une vidéo précédente et de leur stratégie de portage. Ils essayaient d'obtenir de l'argent à moindre coût et d'aller chercher un rendement plus élevé ailleurs pour profiter de cet écart. Si vous pouviez faire cela sans risque, vous pourriez littéralement l'étendre à l'infini parce que vous pourriez gagner de l'argent à l'infini avec ça. Donc, il est logique qu'ils aient poursuivi ce modèle économique. Il serait aussi logique que si vous n'êtes pas bon en gestion des risques, vous alliez avoir des problèmes. Quand vous faites face à cette crise de liquidité, vous faites comme Celsius, qui a gelé les retraits. Vous faites comme Babel, vous gelez les retraits. Vous faites aussi comme BlockFi, qui n'a pas gelé les retraits, mais a utilisé le jour férié de lundi dernier, Juneteenth, comme raison pour laquelle les retraits étaient suspendus. Ouais. Mais Juneteenth, c'était en fait dimanche, et ce n'est pas un jour férié bancaire. Donc vous inventez un jour pour ralentir le rythme des retraits afin de conserver ce capital un peu plus longtemps et continuer à travailler sur ce bilan. Voilà les comparaisons ici. L'autre comparaison que je vais reconnaître vient en fait de la folie des actions même GameStop d'il y a un peu plus d'1 an. Intéressant. Lorsque Melvin Capital explosait, ils faisaient de face à une crise de liquidité à cause de leur mauvaise gestion des risques liés à la vente à découvert d'actions comme GameStop. Steve Cohen, le grand patron, le multimilliardaire, avec sa propre société financière bien plus grande qui avait investi des fonds dans Melvin Capital, est intervenu en force. Il a offert ce capital à Melvin pour les aider à se sortir du mauvais pas dans lequel ils se trouvaient. Mais il a pris sa livre de chair au passage. Pour moi, c'est exactement le rôle que Sam Bankman-Fried et FTX jouent actuellement avec BlockFi. En résumé, Melvin a survécu un peu plus longtemps après cela, mais ce fut finalement un coup de grâce, même si ce n'était pas immédiat. Très bien, passons au facteur même où Erin et moi discutons du potentiel de viralité d'une entreprise ou, dans ce cas, d'une catastrophe sur une échelle de 1 à 5. 1, ce sont les mêmes négatifs, 3, les mêmes neutres ou les non-mêmes, et 5, ce sont tous les mêmes positifs et décalés. Franchement, ça me paraît être un tas de conneries, je ne sais pas comment le dire autrement. Mais en repensant à GameStop, aux actions même, c'était vraiment un moment exceptionnel, c'était vraiment unique. Là, ce n'est pas tout à fait à ce niveau-là. Surtout parce que je pense que BlockFi compte beaucoup moins pour les gens que GameStop à l'époque. Et je vais dire 2,1. Ouah. Oui. Je lui donne un 4,3. Oh, d'accord. Pomp est un investisseur de la première heure. Il en a fait la promo dans son podcast pendant des années. Tu as SBF, en gros l'autre. Ce sont peut-être littéralement les deux plus grosses personnalités même de la crypto. Bien sûr, les deux sont impliqués. La crypto fixe un plancher là-dessus,
Et je pense que tous les gens un peu avertis le remarquent plus ou moins. Si tu imagines un champ de bataille, tu vois, et à la guerre, une bataille est définie par les avancées et les retraites des deux camps. Bien sûr. Et où est-ce que quelqu'un tient sa position? Où est-ce qu'il perce? Cela définit vraiment la nature de la bataille. L'évolution des prix des cryptos, la nature de ce marché baissier global, va vraiment, je pense, être définie en grande partie par ce qui va se passer avec BlockFi, s'ils survivent. S'ils tiennent le coup, ça peut un peu ressembler à l'affaire GameStop où, une fois qu'un plancher de soutien avait été mis en place pour Melvin, c'était le début de la fin de la calamité. Ouais. Si ça avait cédé, qui sait jusqu'où cela aurait pu aller. Exactement. Je pense que c'est un moment similaire, du genre « l'ennemi est aux portes ». D'accord. Et pourquoi ce dispositif de financement est littéralement les tweets de SBF disant « et on y croit toujours » continue. Je pense que c'est un 4,3 avec le potentiel d'être plus. Intéressant, très bien. Eh bien, avant de passer au scénario haussier et baissier, écoutons une dernière fois notre sponsor, Reverse Agile. Vous pourriez développer un logiciel qui fonctionne parfaitement, mais qui n'atteint pas l'objectif commercial final. Et donc, en effectuant à la fois la vérification et la validation par l'assurance qualité, nous pouvons nous assurer que le produit accomplira le travail nécessaire. Passons au scénario haussier et baissier. J'ai déjà exposé la plupart des arguments du scénario haussier. Le point bas pourrait déjà être atteint du point de vue des prix. Donc, si vous avez survécu jusqu'ici, même si vous avez serré les dents, que vous avez encaissé toutes sortes de coups et de blessures, vous êtes au point bas. Oui. FTX est à peu près le plus gros acteur et le mieux capitalisé qu'il puisse y avoir pour en quelque sorte vous soutenir ou vous apporter un filet de sécurité. Si cela perce et que ça se propage ensuite à, disons, Coinbase et FTX, vous savez considérer que l'année à venir est fichue. Ça va devenir vraiment moche. BlockFi a bien baissé ses taux au cours de l'année dernière. Je ne dis pas le contraire, ils ont quand même perdu énormément d'argent. Ils ont quand même prêté de l'argent à Three Arrows, mais au moins ils étaient dans une dynamique de gestion des risques que certains autres acteurs n'ont pas eu. Et cela expliquerait non seulement pourquoi ils ont pu lever des fonds lors de ce levée de fonds à la baisse auprès de SBF, mais cela suggère aussi qu'il y a certaines compétences chez les opérateurs. Bien sûr. Évidemment, ils auraient pu faire un bien meilleur travail que ce qu'ils ont fait, mais ce n'est pas aussi flagrant que ceux qui ont déjà été éliminés. Nous avons déjà évoqué la plupart des arguments négatifs du côté baissier. Un point peu abordé reste le préjudice subi par la marque. Il est vraiment difficile de regarder dans l'histoire les plus grandes banques, comme JP Morgan, et de parler du moment où elles ont subi une panique bancaire. JP Morgan était celle qui est allée racheter les banques qui avaient subi des paniques bancaires après avoir été détruites. Il n'était pas celui qui subissait la panique, en partie grâce à la réputation de la marque. En partie parce que, je veux dire, si JP Morgan est foutu, on est tous foutus. C'est un peu l'idée. Et donc pour moi, même dans cette histoire, SBF ressemble beaucoup plus à JPM qu'à BlockFi. Ouais. Et donc pour moi, si tu es un investisseur dans BlockFi, ce qui est si relativement improbable, je pense que c'est un peu ça l'inquiétude ici. C'est comme comment tu fais même pour t'en sortir et te reconstruire après ça. Si tu as ton capital là-bas, j'essaierai de le retirer. J'essaierai de le placer quelque part de plus sûr, où j'aurai plus confiance. C'est le conseil que je donnerai à un ami personnel. C'est le conseil que je te donne, à toi qui regardes. C'est pourquoi les gens peinent cher pour être les premiers clients de ces néobanques. Une fois installés, ils ne veulent plus changer. Je n'envisageais pas de quitter BlockFi avant qu'ils ne commencent à vaciller. J'étais là, me disant que c'était sérieux. Je suis paresseux. Je suis occupé. Je me disais, je n'ai pas envie de devoir gérer ce transfert. Mais c'est arrivé à un point, je ne vais pas revenir, tu vois. Intéressant. Eh bien, voilà un résumé. Merci de nous avoir regardés. Si vous êtes resté avec nous jusqu'ici, n'oubliez pas de faire un bisou au bouton « J'aime ». Ça nous aide vraiment. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.